Introduco un attimo semplicemente il soggetto, come è stata organizzata questa conferenza. Questo è un progetto che viene fatto, diciamo, tutti gli anni con l'intenzione di creare uno scambio tra la fotografia italiana e la fotografia europea. Quindi ogni anno vengono invitati, diciamo, 2 direttori di festival o 2 direttori di musei, o in ogni caso direttori di festival e direttori di musei internazionali, europei, che cerchiamo di invitare da differenti paesi dell'Europa, in modo tale che, come dire, da una parte attraverso le letture portfolio i fotografi italiani possano contattare e entrare in contatto, confrontarsi con studiosi, con critici che hanno uno sguardo diverso da quello italiano, no? E possono entrare in una relazione, come dire, non puramente italiana. Dall'altra parte, questa conferenza nasce anche invece con l'idea che in fondo ci lamentiamo molto che la fotografia italiana è poco conosciuta all'estero, ma di fatto anche noi conosciamo molto poco la fotografia europea. Tendenzialmente conosciamo solo i top autori che tutti conoscono, mentre di fatto tutte le volte che facciamo queste conferenze io scopro, e tutti noi, tutti quelli del pubblico credo scoprono, autori olandesi, francesi, spagnoli, o belgi, o svedesi, finlandesi, eccetera, di cui sappiamo poco o niente. E mi sembra molto interessante l'idea proprio di creare una connessione tra la fotografia italiana e la fotografia europea improntata su uno scambio reciproco, su una possibile conoscenza reciproca. Io adesso però per la conferenza darò la parola a Natasha Wolinski, che è giornalista per Le Quotidienne de l'Art e per il giornale La Connaissance de l'Art, che modererà lei la conferenza con le persone invitate qui che lei stessa vi presenterà. Oui, bonsoir, merci d'être présent ce soir, je vous trouve très courageux. Alors, je suis entourée de 4 invités prestigieux, Xavier Canon, qui est le directeur du musée de la photographie de Charleroi, en Belgique, Deirdre McKenna, qui est la directrice de Stills, Scotland's Centre for Photography à Édimbourg, en Grande-Bretagne, Marc Prust, qui est la relation extérieure du Noorderlicht Photo Festival à Groningen en Hollande, et enfin Margit Zuckriegel, qui est la directrice de la Austrian Photographic Gallery à Salzbourg en Autriche. Alors, chacun a choisi de faire une présentation de quelques photographes qui sont jeunes ou moins jeunes, et qui sont un aperçu de ce qui se passe en ce moment sur la scène de chacun de leur pays. À la suite de leur projection, nous reviendrons vers vous et on organisera une conversation autour des évolutions de la photographie européenne. Voilà, donc je passe la parole en premier à Margit Zuckriegel, qui va se lancer et qui va lancer la soirée en même temps. Bene, grazie dell'introduzione, grazie dell'invito di parlare qui a Reggio Emilia un po' della nostra collezione e d'intorno della collezione di autori che sono interessanti per noi, che abbiamo inserito nella nostra collezione. E poi devo dire anche che ho portato una bella mostra qui dalla nostra collezione del Museo d'Arte Moderna di Salisburgo qui a Reggio Emilia, che è nel palazzo, nella Fondazione Magnani, che è una mostra storica e internazionale con tutti i capolavori dell'ultimo secolo, diciamo dall'inizio della fotografia fino ai giorni degli anni 80 del secolo passato. Però questa è una parte, dall'altra parte della nostra collezione è strettamente contemporanea e austriaca. Con questo volevo iniziare il discorso
con un aspetto specifico della fotografia austriaca nella nostra collezione e io l'ho chiamato una retorica poetica. Il primo autore è Peter Tressler. Io lo chiamerei il racconta favole, il racconta storie su avvenimenti strani, su incontri enigmatici. Questa serie si chiama Con grande interesse, è del 1989 e è la storia di un piccolo cane, un cane tipico della vedova viennese, diciamo, e questo cane va a far visita ai grandi musei. È lo sguardo del fotografo che viene prestato al cane e il cane sperimenta a scoprire il mondo visivo. Ovviamente il cane è una fotografia di un cane fatto scultura. Poi sempre della stessa serie, Con grande interesse, quel cane che si vede, che visita in questa fotografia il Kunsthistorisches Museum a Vienna a fare dei incontri artistici, incontri nel mondo dell'arte e dall'altra parte un incontro in un albergo. Allora è una storia del far vedere, del vedere il mondo da una specie prospettiva. Allora si vede che c'è un po' di ironia in questa serie, in questo linguaggio. Poi andiamo avanti con un'altra serie sempre di Peter Tressler. Si chiama Una vicinanza immediata e si svolge nella collezione dell'Accademia di Belle Arti a Vienna e adesso lui, il fotografo, ha preso il punto di vista e lui è l'interprete di una costruzione di finta realtà. I dipinti sono quelli dell'Accademia, sono veri, Rubens e Van Dyck sono di una realtà artistica, però quello che fa lui è una storia finta, è una costruzione. È una finta realtà creata tramite la foto e si svolge sempre nel mondo di arte. E l'ultima serie è sempre di Peter Tressler. Qui si vede un quasi autoritratto, si chiama Business Class, sempre degli anni 90, e lui è l'interprete come il cliente di albergo che sperimenta la decostruzione di un mondo precario. Albergo è sempre un mondo precario, è quasi un mondo di un tempo limitato, e lui è quasi il cliente di orrore di tutti gli alberghisti perché smonta tutto di quella camera e alla fine mette tutto dentro la valigia e se ne va. Allora, una storia su una realtà un po' precaria, un po' strana. Paul Albert Leitner, vorrei chiamarlo il poeta del viaggio. Il viaggiare per lui non è coprire la distanza fra il punto 1 al punto 2, però è una esperienza di emozione, è quasi come un pezzo di letteratura. Il saggio sopra il viaggiare, lo chiama questa serie degli anni 90, è come una poesia del ogni giorno, è come una poesia del ogni posto. Il fotografo vede i posti e la situazione con emozione
e con sentimento, quasi li dipinge e gli dà una tinta emotiva e gli dà un significato speciale tramite l'isolazione di dettagli dal loro contesto visivo. Allora compone tramite immagini isolati, immagini che non hanno le coordinate di un mondo geografico, compone un suo mondo, un suo viaggio nel mondo visivo. Tutte le foto, tutti i dettagli e tutti i posti e luoghi hanno una importanza particolare nel personale atlante visivo del fotografo e formano una sua retorica immaginaria. Il terzo fotografo austriaco che le voglio presentare è Leo Kandel e io lo chiamerei il spettatore. Come la tavola festiva, questo è il titolo di quella foto, sempre nel Kunsthistorisches Museum a Vienna, come lui guarda gli oggetti, li osserva proprio gli oggetti, e sono oggetti del suo interesse e lui inizia un dialogo con loro. E così come va in questa serie, va avanti in un'altra serie, quello, diciamo, il lavoro attuale, e si chiama Portraits for Free. Ha cominciato negli ultimi anni del 90 e lo continua sempre fino ai giorni di oggi. Lui va in paesi, città di altri paesi, mette nell'annuncio nei giornali locali dicendo: fotografo cerca modelli, portraits for free, no interest, non interesse commerciale o erotico. Cioè, lui cerca delle persone che sono interessate di essere fotografato e lui è interessato in incontrare certe persone che lui diventa un dialogo fra di loro, che sono totalmente anonime, non si conoscono, solo tramite un annuncio in un giornale diventa un rapporto fra stranieri, diciamo. Ecco, una foto si vede dalla Bulgaria, un altro dal New York City. E quando le ho chiesto come ha parlato con loro, diceva che sono sempre le stesse cose, basta, non è una retorica, basta di conoscersi e di avere lo stesso scopo dell'incontro e lo scopo è la foto. Loro lo vogliono una bella foto, lui vuole una certa cifra di foto di certe persone, di conoscere la città o un ambito di una città tramite queste persone. Ecco, ancora una foto di Portraits for Free nella Bronx di New York City. E l'ha fatto anche in altri posti come l'Ucraina, come Romania, in città come Mosca, come Londra, come Minsk. E dall'altra parte si vede una foto più anziana di Salisburgo degli anni '80 e si vede da dove viene questo interesse per il pubblico anonimo, e questo è il pubblico prima del davanti al Palazzo dei Festival di Salisburgo. Così ha fatto delle foto con la camera davanti alla pancia che nessuno vedeva che faceva le foto, e allora questo gioco con la anonimità. Allora, un'altra persona molto importante, molto influente, volevo presentare con Dorothee Goltz. È importante sapere che lei non è una fotografa
cioè solo fotografa, però fa anche intervenzioni, fa sculture, fa certe altre cose nell'ambito dell'arte. Qui si vede la serie Inaugurazione con Fermea del 2012. È una situazione tipica dell'ambito di gallerie, musei, dell'ambito dell'arte. E lei volevo chiamarla la critica dell'arte. Produce arte, però è una critica anche di quello che sta procedendo, che sta facendo. Allora è una critica delle istituzioni d'arte, una critica del comportamento nell'ambito dell'arte. Lei chiama queste foto dipinti digitali perché avete visto che aveva inserito un particolare del Vermeer nella foto di una inaugurazione delle proprie opere di una mostra sua. Ecco si vede la fanciulla con orecchini di perla di Vermeer che era voltata quella della foto prima. Il Vermeer è del 1675, la foto della Dorothee Goltz è del 2009. All'altra parte si vede Granduca che fa riferimento alla Madonna del Granduca del Raffaello del 1505. Sono tutte foto abbastanza grandi, 1 metro alto 80 per 80 e sono di C-print con Diasec, cioè montato in Diasec, sono di una proprio grande misura. Lei fa una costruzione di certe cose che trova e certe cose che inventa, così come la Cecilia fa riferimento alla Cecilia di Leonardo, la donna con il ermellino è il titolo, però la donna rappresentata è la Cecilia Gallerani, l'amante del principe Lodovico Sforza di Milano, e si trova a Cracovia. E così vede che la cosa importante che usa Dorothee Goltz è prendere il ritratto della storia dell'arte, inserirla in una situazione completamente nuova, trattata dal mondo della moda contemporanea dei giorni di oggi. Queste sono foto di modelle che ha chiesto di indossare una gonna, una maglia che si trova nel mondo dell'arte dei giorni di oggi. E l'ultimo di Dorothee Goltz, volevo far vedere quello che si chiama Holbein davanti a Cy Twombly. Holbein, e questo è proprio un po' un puzzle da trovare, è quel fanciullo che porta la faccia di un dipinto di Hans Holbein, e questi due ragazzi si trovano davanti a un dipinto di Cy Twombly. Proprio questo fa parte della nostra collezione, sono molto lieta che ho potuto acquistarlo per la nostra collezione, sono quasi 2 metri per 1 metro e 50, è proprio una cosa abbastanza monumentale dell'anno 2010. E la ultima posizione, così sono in tempo, è la Ilse Haider, la Ilse di cui ho portato anche 2 cataloghi che potete vedere. Lei si dedica alla discussione sui temi di gender, di sesso nell'arte, di sesso nel mondo contemporaneo e anche delle domande che si pongono, come i nudi nell'arte sono quasi 100% sono femminili.
I nudi maschi nel mondo dell'arte, nella storia dell'arte, sono solo 5% e sono meno di 2 anni. È il Gesù bambino, è l'unico atto, l'unico nudo maschile più o meno nella storia dell'arte. Allora, normalmente quando sono nudi sono le donne che sono nude e gli artisti sono maschi, gli artisti sono più o meno gli uomini. Allora lei vuole il discorso rovesciato e questa foto che ha fatto è un autoritratto con 4 modelli suoi. Il titolo è La macchina fotografica che dà conforto, che consola. Cioè, anche questo non privo di ironia. E con questo è le 2 ultime foto, uno dei suoi maschi che si vede sono alti più di misura naturale, molto grande. E la materia base è una foto in bianco e nero di questo uomo e poi lo trasferisce e li fa con piccole materie che sono pistilli artificiali, piccoli pezzettini, e li mette nel silicone e così diventa una cosa fra fotografia e scultura e rilievo. E c'ha l'aspetto tattile come la barba quando è cresciuto un po'. Ecco, diciamo così, sono pistilli, è una parola che ho trovato difficilmente, pistilli. Sapete cosa sono pistilli? Ecco, è il nudo, quello dall'altra parte, quella è una dea antica dell'epoca romana, o la foto, è progettato in un semi-edicola di legno sopra tubi di legno, così è una frammentario visione di un'immagine, questo è importante, che non è un'immagine intera, però come l'atto fisico di vedere è un atto un po' frammentato. E l'ultima foto è della serie La Stilla, è conosciuto come marca di calze in Italia, e lei l'ha trovato in Italia, le ha portato, sono queste proprio le posizioni che ha usato quella ditta di calze per l'impacchettare le calze, però normalmente sono le donne che le indossano, qui sono maschi. Allora, questo volevo dire in brevemente, con un po' di esempi di autori dell'Austria, che tutti quanti ne abbiamo nella nostra collezione, non tutte le opere che ho fatto vedere, però tutte con certi esempi di questi autori che io trovo personalmente molto interessante e anche molto promettente. Grazie. Merci Margit. Je vais me tourner vers Marc Prust. C'est à vous, Marc. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. Noorderlicht is an institute based in Groningen in the Netherlands, and it's rooted in the social tradition of documentary photography. Unlike the common mantra that documentary photography is in trouble, we at Noorderlicht strongly believe that there is an enormous potential for committed and talented photographers. And that is why we invited last year 7 photographers, documentary photographers, to create a sequel to a story that was close to their hearts. We wanted to allow these photographers to go further, dive deeper and explore further and go against
the common trend. One second, please. The first presentation I would like to show is by Christian Kreil, with two stories, Top of the World and Permission. Both stories deal with the places where the international jet set meets and how the authorities react to documenting these places and people. The second story is by Peter ten Hopen on Kitesh, a mythical city in eastern Russia that is said to appear only once a year. The first series that he shot follows the myth. The second series uses the dream of Kitesh as a symbol of the state of Russia today. Kadir van Lohuizen visited the same Moroccan family who were living in Amsterdam again after 20 years. Lidwien van de Ven poses philosophical questions about the medium of photography, about reality in the internet area, about visibility and invisibility, and about the way in which journalism mediates between reality and a representation of it.
Andreas Stultjens followed the trail of Paul Julien, who was born in 1901 and died in 2001, who during many trips to Africa produced a large archive of photographs and other materials. Xiao Xiao Xu deepens a previously emotionally charged series about her roots and the city she left in her teens to come and live in the Netherlands with her parents in the Chinese port of Wenzhou. And finally, Ad van Denderen. He photographed the newly built Palestinian city of Rawabi, providing an acid counterpoint to his previous series on Baladia, a training city of the Israeli army. I hope that these series show what can be achieved when photographers get the opportunity to reflect, go deeper into a subject to which they feel close. I thank you very much for your attention. Merci Marc. Deirdre? Okay. Thank you very much. Thank you for this invitation. Anche posso parlare in italiano, ho dimenticato. Grazie per l'invito e per l'opportunità a parlare un po' degli artisti in Scozia che stanno lavorando con la foto. Stasera presenterò 3 artisti. Tutti e 3 lavorano con immagini in una serie. È molto raro che presentano un'immagine sola. 2 artisti
non sono scozzesi, sono stati nati all'estero e questo riflette il momento in Scozia che è abbastanza interculturale. E la prima è Alexandra Sawada, è nata in Polandia e questa serie si chiama Green Book, il libro verde, che quando stava in Cina, Alexandra, è andata a Cina a esplorare la realtà, il contesto là. E ha trovato un approccio all'arte dall'Europa che non ha mai pensato. E la cosa che era molto forte, ovunque che è andata, ha trovato questi negozi che vendono i libri sull'arte dall'Europa, e Alexandra iniziava a pensare da un altro modo di vedere, di pensare dalle cose che lei ha imparato. Alla stessa volta, ogni giorno, quando lasciava la casa, doveva passare una zona tra l'autostrada e le case. E questa zona era molto bella, era una zona quasi abbandonata, ma la città ha provato a cambiare per meglio il paesaggio. E questa serie delle immagini, Green Book, ha creato con delle immagini di Henri Rousseau, che ha creato le immagini di un paesaggio ideale, ad un momento quando the modern era, the Industrial Revolution, aveva un impatto sulla realtà delle vite, e Rousseau voleva suggerire che dobbiamo pensare di queste cose. Quindi con questa serie di collage Alexandra voleva juxtapose, proporre il paesaggio di oggi, il paesaggio metropolitano e il paesaggio di 100 anni fa, e suggerire che pensiamo delle conseguenze per il nostro futuro. La seconda artista si chiama Roderick Buchanan. Lui è nato in Scozia e questa serie delle opere si chiama Legacy. Si occupa con le difficoltà, the troubles si chiama, in Irlanda, che is the longest continuing guerra, la guerra che continuava più lunga nell'epoca moderna in Europa e continua oggi. E per fare questo progetto Roderick doveva lavorare con la comunità per 3 anni, perché questi uomini, questa comunità, non hanno mai permesso entrare una persona alla comunità. Quindi lavorava con 2 gruppi musicisti. Una si chiama Black Skull Corps of Fife and Drum, l'altra Parkhead Republican Flute Band. And they oppose each other. Sono a posizione al contrario. One is loyalist and one is Republican. Quindi una vorrebbe l'indipendenza da Gran Bretagna, l'altra vorrebbe seguire Gran Bretagna, l'Inghilterra e la regina. Quindi seguiva le vite quotidiane, le vite dei gruppi musicisti e anche l'orario degli eventi che hanno fatto in Nord Irlanda e anche in Scozia. Perché 2 gruppi musicisti sono scozzesi, ma quando fanno la musica lo fanno in Irlanda, e quando lo fanno in Scozia si chiama la stagione, è un periodo a fine luglio, inizio agosto,
quando escono, ma hanno permesso di uscire perché non hanno permesso dal governo, dalla polizia ad uscire ad altre volte perché è troppo difficile. Quindi Rodi ha fatto un progetto completo con una serie di ritratti e un'installazione e 2 film. E esco un attimo a farvi vedere il film. Non abbiamo provato il volume. Stavo immaginando. Scusami. Va bene, quindi questo film, se io faccio un altro film dove si vede l'altra banda musicistica che si confrontano. E l'ultima artista si chiama Valentina Bonizzi, nata in Italia ma ha vissuto in Scozia per 8-9 anni. E Valentina si occupa con la transizione dell'identità tra di loro che condividono un'eredità dalla migrazione nell'Europa. Anche lei lavora su un progetto completo. E questo progetto si chiama Il Gancio. E Valentina anche per 3 anni ha ricercato la storia di un paese in Italia da dove sono emigrati la gente, la maggioranza tra l'Europa, anche in America, anche in Sud America, ma la maggioranza in Europa. Quindi ha fatto un film e una serie di ritratti e le foto. E in questa immagine si vede una ragazza a Parigi, suo fratello, uno in Italia, al paese originale, l'altra, e questo ragazzo a Glasgow. E tra questo gruppo di adolescenti condividono gli stessi cognomi, parenti, non sono parenti stretti, ma parenti di 2-3 generazioni fa. E loro hanno costruito un'identità contemporanea, perché tra di loro parlano quasi ogni giorno, si scrivono, scambiano i messaggi, quindi non è una migrazione come al passato. E nonostante che alcuni sono stati nati all'estero, anche i genitori,
si pensano, si credono in un certo modo italiani. Quindi la domanda, l'argomento del tempo e la temporalità in questa esperienza era molto importante a Valentina. E faceva nel film, questa è un'installazione alla Galleria Nazionale ad Edimburgo, dove ha fatto entrare degli oggetti anche che rappresentano anche articoli, la storia che condivide questo gruppo. E nel film, scusami un attimo, queste devo saltare un po'. Provava a rappresentare la temporalità. In questo film Valentina è tornata alle case da dove questa eredità è iniziata e la maggior parte di queste case sono oggi abbandonate. E stasera dimostro una parte del film di queste immagini fisse. E poi so this is not the best way to show the film. E nel film ha usato il concetto del ritratto fisso, ritratto fotografico fisso, nella proiezione. E questa immagine delle adolescenti è proiettata alla stessa, come si dice, la misura naturale, la misura di noi. E ci troviamo faccia a faccia con le adolescenti. E va bene, basta. Alcuni esempi della pratica anni scorsi. Merci beaucoup, Xavier. On va enchaîner. Bonsoir. Merci tout d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. C'est un plaisir de retrouver Reggio Emilia après beaucoup d'années, puisque j'ai déjà eu l'occasion au Musée de la Photographie à Charleroi, que je dirige, d'organiser une exposition de Vasco Ascolini et de quelques amis de l'école de Reggio di Emilia. Et donc, je suis content de me retrouver ici. En plus, je ne suis pas dépaysé parce que c'est le même temps qu'en Belgique, donc c'est parfait pour moi. Alors, pour ne pas être dépaysé, je ne vais pas vous parler de la Belgique, puisque j'ai souvent tendance à dire que la Belgique n'existe pas, mais qu'il y en a plutôt beaucoup de Belgique. Alors, ce pays artificiel produit beaucoup de photographes, mais qui ne sont pas nécessairement des photographes qui illustrent la Belgique.
Alors, j'ai choisi de vous présenter 7 photographes que nous avons exposés au musée ou qui sont dans les collections du musée de la photographie, qui ont pour caractéristique d'être jeunes, très jeunes, le plus jeune à 24 ans et le plus âgé à 35 ans. Alors, je vais commencer par celui qui a sans doute le titre le plus long des expositions que je n'ai jamais présenté dans ma vie, puisque le titre que vous voyez là-bas, « Variation », cet ouvrage est un tissu de mensonges. À Bruxelles, il pleut. Comme à Reggio d'Emilia d'ailleurs. Alors, Charles Polisevich est un personnage qui est né en 1980 à Lyon, en France, qui a fait des études commerciales et qui ensuite est parti une année au Mexique, pendant laquelle il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour les études commerciales. Et il est revenu en Belgique s'inscrire dans une école de photographie, à la Cambre, et il a décidé d'opter pour cette carrière, au point qu'il est maintenant photographe, qu'il est professeur de photographie et assistant dans une autre école. Si je devais définir le travail de Charles Polisevich, je dirais qu'il est une espèce de célébrateur. Je ne sais pas si le mot peut se traduire, plutôt quelqu'un qui chante la vie quotidienne, mais qui la chante dans une forme d'esthétisation. Il n'y a pas véritablement d'histoire dans ces photographies, si ce n'est l'histoire que vous allez raconter sur ces images. Ce sont des images d'entre-deux. Ce sont des photographies de foires, de congrès, d'expositions, de défilés, des photographies prises dans la rue ou ici dans un home de vieillards, à partir desquelles il va nous demander de raconter une histoire. C'est un peu comme si nous avions vu un extrait de film et que nous n'avons pas le début ni la fin. Ces images, pour lui, peuvent être regardées de façon indépendante, mais lorsqu'il les présente, il opte pour la forme du triptyque ou il opte sur la forme linéaire, c'est-à-dire que tous les encadrements se touchent de façon horizontale, sans aucun espace entre elles. Ce sont des moments étranges et pourtant, il n'y a aucun trucage. Ils appartiennent à notre vie quotidienne. Et on est très très loin ici de l'instant décisif de Cartier-Bresson. Il n'y a pas le même souci de composition. Mais si je devais le comparer à un peintre, je dirais qu'il me fait penser à Degas, à Edgar Degas qui recherchait au moment de la fête, à l'intérieur de la fête, un moment isolé. Et c'est ce petit moment que Charles Polisevich nous donne à chaque fois. C'est une photo qui, malgré le fait qu'elle est prise sur le vif, est excessivement bien composée et surtout avec un sens de la lumière qui est un sens de la lumière assez étonnant et de la couleur, puisque lorsque l'on aligne ces photos les unes à côté des autres, il y a une espèce d'enchaînement qui se forme, ce qu'évidemment la projection ne permet pas de montrer. Ce sont des moments parfois absurdes, mais il ne cherche jamais le rire. Le rire vous appartient. C'est la réaction du spectateur, ce n'est pas sa recherche. Le second photographe que je voudrais vous présenter est un
tout petit peu plus âgé. Il est né à Verviers, dans la partie est de la Belgique, donc une partie où l'on parle non, on parle toujours le français, c'est pas encore l'allemand. Mais il vit et travaille à Liège, où il a étudié. Alors, il y a toujours dans les photos que fait Mark Wendelski une certaine mélancolie, un sentiment de solitude, mais en même temps, vous allez le voir, un sentiment d'espace. Non seulement l'espace qu'il prend dans les paysages, mais l'espace qu'il va donner autour de ces sujets, le cadrage de sa propre photographie. C'est quelqu'un qui a déjà pratiqué beaucoup de séries, beaucoup de thèmes photographiques, mais à travers tous les thèmes photographiques, ce qui est important, c'est l'échelle humaine à travers le paysage et l'environnement, sa confrontation avec la nature ou avec les villes. Ici, dans ce travail qu'il a appelé Beyond the Forest, Mark Wendelski concentre son attention sur les écologistes, sur les anarchistes ou les mouvements alternatifs ou radicaux, en Belgique ou à la frontière de l'Allemagne, qui se battent contre les implantations nucléaires ou sur la dévastation du paysage. Alors, ce sont des gens qui vivent vraiment un peu comme au temps primitif. Ce sont des micro-sociétés, des petites communautés qui refusent la façon que nous avons de vivre ou que la société moderne nous impose. Alors, ils vivent dans des bois, ils s'auto-organisent et ils occupent les champs en se cachant même, vous l'avez vu, dans les arbres pour empêcher que la police vienne les déloger. Ce qui est aussi une façon de se protéger. Alors, dans l'intérêt qu'il a pour ce travail, il y a aussi ce qu'il a très souvent montré, c'est-à-dire une certaine violence ou une certaine force de la nature contre l'être humain, ou ce que l'être humain va opposer à la nature comme réponse. On est au fond dans un travail qui est un travail qui pourrait être qualifié de documentaire, mais c'est toujours un documentaire qu'il forme à partir de ce même thème de la nature et de l'homme. Le troisième photographe que je vais vous présenter se nomme Jean-François Spricigo, un nom d'origine italienne, je ne vous apprendrai rien, mais il est né, il y a beaucoup d'Italiens en Belgique, comme vous le savez, il est né en 1979 à Tournai, au sud du pays. Et il a commencé à photographier quand il était adolescent, en considérant que ces images étaient comme des notes d'un carnet de voyage. Toutes ces premières images n'ont jamais été imprimées autrement qu'en petits tirages, comme on le ferait dans les pages d'un journal. Alors, il ne s'est pas dirigé d'abord vers la photographie, il est acteur, il est aussi réalisateur de théâtre et de cinéma. C'est aussi quelqu'un qui est un grand voyageur. Au moment où je vous parle, il est dans la forêt brésilienne. Alors, il est apparu dans la photographie quand Christian Cojol et Antoine d'Agata ont découvert son travail. Il a été représenté par la galerie Agathe Gaillard à Paris, où il habite aujourd'hui, puisqu'il sépare son temps entre la Belgique et la France. Je disais qu'il voyageait beaucoup. Il a passé l'année dernière en
en Espagne puisqu'il avait une bourse de l'Institut Cervantes. Pendant beaucoup d'années, il a travaillé en noir et blanc, mais justement en Espagne l'année passée, il est venu à la photographie couleur, mais je dirais plutôt une photographie en noir et blanc avec quelques taches de couleur. Vous allez en voir un exemple. Alors il photographie des animaux, des paysages, des figures humaines, mais j'ai tendance à dire que ces photographies ne représentent jamais ce qu'elles sont. Je veux dire qu'elles ne sont pas une vision directe du sujet, mais plutôt une expérience de la vision. Ces photographies qui donnent d'ailleurs probablement plus de questions que de réponses. Ces photographies peuvent parfois sembler un peu noires dans leur esprit, dans leur climat. Et il n'a jamais caché son admiration et l'influence qu'il a reçue de Giacomelli, par exemple. Mais il préfère lui-même définir ses photographies comme si elles avaient été faites les yeux fermés. Comme des intervisions. Et je vais prendre ses propres mots pour définir son travail. Il dit, si je devais décrire mes images à quelqu'un qui est aveugle, je lui dirais qu'il fait froid et que nous avons à nous réchauffer nous-mêmes. Un tout autre travail avec une photographe belge, toujours, d'origine italienne, née en 1981 à Bruxelles, Aurore Dalmas, qui a été, diplômée de la Cambre en 2005. Alors, Aurore Dalmas, c'est quelqu'un qui travaille dans différentes voies. Elle est danseuse, elle est chanteuse, elle est écrivain également, et depuis peu, c'est quelqu'un qui a abordé la vidéo. Bien que la photographie, c'est son principal mode d'expression. Alors, elle a vraiment toute une série de photographies très différentes, mais j'ai choisi une série photographique que j'ai présentée au Festival Circulation cette année-ci à Paris. Une série qui s'appelle Figure, qui est, à mon sens, très très représentative de son point de vue sur la photographie, ou plus exactement de l'usage de la photographie ou de la façon dont elle perçoit l'usage de la photographie. Figure, c'est une série de 6 à 20 photos qui la représentent de dos. Ce sont des formes d'autoportrait où elle s'est fait photographier où elle se photographie en retirant un vêtement. Alors, les cheveux disparaissent dans la masse du tissu. Le corps devient anonyme et ce que nous voyons, ce n'est plus nécessairement un corps avec une charge érotique, mais ce sont des muscles qui sont en mouvement et quelque chose qui disparaît. Tout le corps apparaît un peu comme une colonne, comme un arbre. Et c'est surtout aussi peut-être son expérience d'autres matières artistiques.
il y a un aspect très tactile, un aspect très sculptural dans son approche. Ce qu'elle a très très souvent montré, par exemple, en photographiant des arbres, des pierres, l'eau, et notamment tout le travail qu'elle a mené dans l'Isola Comencina, où, ici en Italie, il avait été l'invité du gouvernement belge, puisque vous savez que cette petite île possède une résidence qui appartient à la Belgique. Alors l'autre photographe que je vais vous présenter s'appelle Zoe van der Hagen. Alors vous voyez que la Belgique est un pays très international puisqu'elle est née en Angleterre. En 1977, et qu'elle a grandi à Paris et puis à Bruxelles. C'est quelqu'un qui a étudié les sciences internationales et puis les sciences diplomatiques et qui, fort heureusement, est venu à la photographie ensuite et qui vit et travaille à Bruxelles. Alors, le travail que j'ai choisi de vous présenter et que j'avais aussi montré au Festival Circulation à Paris, c'est un travail qui s'appelle Battlefield, le champ de bataille. Qui décrit la banlieue de Bruxelles. Mais au fond, qui pourrait être partout ailleurs et qui ne décrit rien de typique ou de local. Il n'y a rien de typique là-dedans, ça pourrait être n'importe où. Et c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler un nowhere land ou un no man's land. La composition de chaque photo est particulièrement étudiée. Elle est très équilibrée. Mais il y a aussi une certaine absurdité dans ces paysages formatés, dans ces matières qui sont les mêmes sur des kilomètres et des kilomètres. Et aussi cette façon qu'a la nature de lutter avec les éléments qui lui sont imposés et également la réponse que ces éléments vont donner à la nature. Cette série, ça semble un peu la réorganisation du chaos urbain. Mais aussi, je ne peux pas m'empêcher de penser à une certaine peinture métaphysique dans les travaux de Zoe van der Hagen. Et tout ceci, je pense, cette perfection de la couleur, de la géométrie, l'absurdité, la solitude, compose une enquête assez curieuse sur la progression de nos villes hors de ses limites au XXIe siècle. Quand je parle d'absurdité, voilà un magnifique accident de voiture très calme. On a presque l'impression que les deux éléments ont été rapprochés les uns des autres, sans qu'au fond il n'y ait vraiment eu de rencontre. Alors Lara Gasparotto, c'est encore un nom italien, bien entendu. Elle est née en 1989. Elle vit à Liège. Elle non plus n'est pas seulement photographe, puisqu'elle peint et qu'elle sculpte. Et c'est quelqu'un qu'on commence à connaître en Belgique il n'y a pas plus de 3 ans ou 4 ans à peu près.
Elle vient juste d'avoir un deuxième livre qui est en train de sortir, qui s'appelle Rivage. C'est le deuxième livre de cette jeune photographe. Et elle passe du noir et blanc à la couleur, à différents formats de caméra et de supports de matériel. Alors, c'est toujours difficile de comparer, et même dangereux, de comparer une photographe à une autre ou un photographe à un de ses aînés. Mais je dirais qu'elle appartient un peu à cette tradition de Nan Goldin de se photographier, de photographier sa famille, de photographier ses amis, de photographier ses soirées, les fêtes, avec un certain désenchantement, même si on ne trouve pas le désenchantement tragique qu'il y a chez Nan Goldin. Cependant, je trouve que dans cette deuxième série que je vous montre, et c'est peut-être aussi lié au fait que maintenant, son deuxième livre, elle a 24 ans et une certaine maturité qui s'installe, les images sont peut-être plus optimistes que celles qu'elles étaient auparavant, avec une représentation de corps nus dans la nature, avec une certaine fête de l'eau, de la joie du soleil. Quelque chose qui peut être vu comme beaucoup plus optimiste. Et on peut entendre toutes ces images comme des autoportraits finalement. Alors pour terminer, le dernier photographe que je vous montrerai est aussi le plus jeune, Pierre Libart, puisqu'il est né en 1990. Il a donc 23-24 ans. Et il est sorti de l'école du 75 à Bruxelles, qui est une école de photographie, en 2011, donc c'est très très récent. Et alors, malgré son très jeune âge, il a déjà eu beaucoup d'expositions à Pékin, à Arles et en ce moment à Chalon-sur-Saône. Le travail que je vous montre s'appelle Macquenoise. Macquenoise, c'est un tout petit village exactement à la frontière entre la Belgique et la France au sud du pays. C'est un endroit où il faut à peu près 3 heures si vous voulez aller en transport en commun à partir de Bruxelles. C'est très loin de tout. Et là, il a rencontré un couple. Mais un couple assez étrange puisqu'il s'agit de la mère et du fils. On ne sait pas du tout ce qu'est devenu le père. Il y a quelque chose d'assez étrange dans l'image. Le père n'est jamais présent. On ne sait pas s'il y a eu un divorce. Dans ces familles-là, on ne divorce pas parce que divorcer, ça veut dire qu'on doit diviser la terre. On ne sait pas s'il est mort, mais il est loin en tout cas. Et ce couple est assez étrange, vivant dans cette ferme totalement isolée. Et l'univers de la ferme, qui pourrait sembler un univers magique, avec des animaux, avec une vie tout près de la nature, devient c'est un univers qui devient un univers d'une tension très très violente, très inquiétante. Un monde à l'intérieur du monde. Alors il s'est installé là-bas avec une tente dans la cour.
Et il a vécu plusieurs semaines à enregistrer ces différents moments de la ferme. Dans des images que je trouve véritablement étonnantes pour un si jeune photographe. Il est en train d'ailleurs de travailler aujourd'hui sur une série très curieuse où il donne rendez-vous par Internet à des hommes dans des chambres d'hôtel sans du tout que ce soit une rencontre sexuelle, en demandant à ces hommes de se déshabiller et d'être seul avec lui photographié. Et ces personnages qui ne sont pas des modèles, qui sont parfois des personnages vieux, qui sont parfois des personnages très gros, opèrent une espèce de transgression. Certains sont des hommes d'affaires, certains sont des personnages importants. Ils se masquent d'ailleurs, ils se cachent devant la photographie. Mais peut-être ont-ils le sentiment d'être regardés pour la première fois et de connaître les fameuses 15 minutes de célébrité qu'évoquait Andy Warhol. Je terminerai sur cette photo de Pierre Libart qui est un Polaroid retrouvé dans la ferme et qui montre déjà qu'à l'époque, quand l'enfant est petit, le père est déjà absent. Merci pour votre attention et merci pour la traduction. Merci beaucoup, Xavier. Très bien. Bien, écoutez, je crois qu'on a eu des présentations très riches, très diverses. Certains travaux relevant de la pratique documentaire, d'autres de la fiction, de la mise en scène, du détournement de l'histoire de l'art. Certaines plutôt tournées vers la jeune création, d'autres vers des figures plus historiques. Je dois dire qu'en regardant d'affilée l'ensemble de ces images, on est tenté d'y voir certaines données qui sont récurrentes. D'abord, je suis assez frappée par le fait que finalement, je dirais presque 90% des images font référence à la figure humaine dans le choix qui a été fait. Il y a, par rapport à certains types d'autres types de photographies, il y a assez peu de photographies d'architecture, de paysage, d'urbanisme, de nature morte. Beaucoup d'images tournées autour de la figure humaine. Beaucoup d'images tournées autour de problèmes de société, peut-être aussi. Il y avait le dernier sujet, par exemple, l'isolement du monde paysan. Il y avait les questions d'immigration. Il y avait la question de l'exil. Beaucoup d'images aussi, finalement, étaient assez graves. C'est une vision assez grave qui a été présentée ce soir, me semble-t-il. C'est un monde assez sombre que vous nous avez tous montré. Et enfin, beaucoup de photographies posaient la question d'une certaine façon de la représentation. Qu'est-ce que la photographie donne à voir? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle monte les images? Est-ce qu'elle disent la vérité? Est-ce qu'elle montre le réel? Ou bien est-ce qu'elle montre les images intérieures du photographe? Alors, je fais ce résumé parce que je voudrais en fait revenir un petit peu en amont, puisque il semblerait ici qu'on soit dans un festival de photographie européenne. Je serais tentée de poser la question, est-ce que dans un monde globalisé, un festival de photo européenne est pertinent? On pourra en parler, mais si je reviens sur cette thématique de la photo européenne, c'est est-ce que vous avez le sentiment que les images que vous avez montrées permettent de dire quelque chose justement de l'Europe d'aujourd'hui?
Et d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Parce que vous pouvez aussi la contester. Ah. Xavier, vous vous lancez? Je pense qu'elle témoigne surtout d'une certaine, d'abord certaine faculté de déplacement des gens. On voit que il n'y a plus au fond de photographie nationale, en tout cas pas dans ce que les Américains appellent méchamment la vieille Europe. Nous voyageons beaucoup, les jeunes photographes se déplacent, ils se déplacent même quand ils sont immobiles en échangeant beaucoup plus vite les images. Donc je pense que ce critère national disparaît un peu. Vous avez dit, Maryse, que les images sont sombres. Je pense effectivement qu'elles témoignent d'une certaine tension, d'une certaine inquiétude, et qu'il n'est sans doute pas très facile d'être jeune aujourd'hui, dans une époque où certes il y a beaucoup de facilité, mais aussi beaucoup d'inquiétude, où les crises se succèdent, et où au fond, l'ouverture des frontières et l'ouverture des paysages peut être à la fois perçue comme une chance, mais aussi peut-être comme une plus grande difficulté. Donc je ne sais pas si elle représente l'Europe, mais elle représente en tout cas un sentiment européen aujourd'hui, d'être dans une Europe qui ne se forme pas bien et qui est au carrefour de toute une série de cultures et toute une série d'autres tensions. Mm-hmm. Est-ce que l'un de vous deux, de vous quatre, veut réagir ou pas? Non? Marie, Teodre? Papa? Io ho scelto i tre artisti perché secondo me stanno provando a sperimentare, sviluppare il linguaggio della foto e per questo ho scelto questi artisti, ma in Scozia sono anche artisti che stanno lavorando con l'architettura, con il paesaggio in assoluto. Il paesaggio in Scozia è un argomento che... J'entends bien, mais ce qui est intéressant, c'est que vous venez à un festival sur la photographie européenne et d'une certaine façon, vous venez tous avec des images qui ont, peut-être, je dirais, en dehors de Margit et encore, de très fortes parentés. Donc, est-ce que il y a un moment quand vous vous dites nous devons représenter quelque chose de l'Europe, vous arrivez tous avec une certaine vision. Il cambiamento della nostra identità di ogni paese particolare tra l'Europa nel senso globale è una preoccupazione molto, molto grande, certo, è importantissimo trovare modi di riuscire proprio a partecipare in questo discorso, è una priorità per adesso. Margit, vous vouliez? No? Volevo dire che io ho scelto quelle posizioni perché si inseriscono in una tradizione, diciamo, perché hanno un collegamento con la storia della fotografia in Austria, anche se Peter Tressler è nato in Romania e la Dorothee Goltz in Germania, cioè non sono austriaci in questo senso, però non sono, non è il tema, non è il loro tema la nazionalità o non la nazionale identità, qualcosa del genere. Però la tradizione, diciamo, in Austria è nella fotografia molto forte l'argomento del corpo, del fisico, e mi pare che tutti quanti si riferiscono a questo. E l'altro, cioè un ramo è quello di riflettere sul fisico e l'altro sarebbe quello della narrazione. Perché io penso che in questo senso
sono al limite europei, però vengono da una tradizione del nostro posto, diciamo. No, intanto sottolineavo che forse noi abbiamo fatto un ciclo di incontri, per cui questo è il terzo, e questa è la prima volta in realtà che emerge in maniera molto forte questa caratteristica attuale delle migrazioni dei fotografi, no? Per cui ci si sposta, no? E quindi abbiamo tantissimi autori del Belgio che in realtà non sono originari del Belgio, ma sono diventati belgi in seguito, no? E quindi questa mistura, no? Questi intrecci. E però la cosa che a me colpisce abbastanza, quindi chiedo un po' una domanda anche, no? È che ho poi l'impressione che se anche queste persone, l'italiana che è arrivata, non so, in Belgio e è andata in Olanda, la mia impressione è che poi entra in buona parte in quella cultura, per cui finisce che in alcuni casi, vedendo i loro lavori, ho avuto come l'impressione di sentirli più vicini, diciamo, o al mondo belga che non alla tradizione della fotografia italiana. Per cui è come se fossero persone contemporaneamente con delle radici magari in Italia o da un'altra parte, ma che poi si inseriscono e studiano, no? Nell'altro paese e in qualche misura l'assumono. Però diventa anche interessante il fatto che loro hanno uno sguardo che è contemporaneamente, come dire, di un luogo e di un altro, che è sempre più una caratteristica dell'Europa. Un'altra cosa che mi colpiva, e quindi chiedevo anche a voi, appunto la mia impressione è che l'attenzione forse non sia più tanto sui temi, no? Sui soggetti, cioè sul ritratto, sul paesaggio, sulla natura morta, ma sul trovare, come dire, dei modi interrogativi nuovi per porre lo sguardo, cioè, come dire, in qualche misura fotografie non solo che invitino allo sguardo, ma che scompaginino la nostra visione, che la interroghino o perlomeno la seducano, cioè, ma in qualche misura agiscano come una sorta di dispositivo per essere guardato e interrogate. Ecco, questo mi sembrava che emergesse un po', e volevo capire se siete d'accordo con me o no, che emergesse un po' nella serata, anche con lavori estremamente diversi, ma tutti con lavori che tendono a interrompere la narrazione, a costruire racconti nuovi, a miscelare magari la fotografia col video o la fotografia con l'installazione, ma che tutte le volte si interrogano sulla visione, su come fare vedere oggi una fotografia, su come interrogare dei temi. Quindi volevo porre questa domanda un po' a tutti, se vi può interessare. Xavier? Bien, pour répondre, je serai assez bref. Je dirais que dans le cas de la Belgique, je suis tout à fait d'accord avec vous. La Belgique, c'est un pays créé artificiellement, qui est un carrefour, et il y a des identités. Il continue à être un carrefour pour toute une série de raisons, proximité de la France, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de l'Allemagne. Et je pense que ceci renforce ce sentiment d'une photographie qui est ouverte à toutes les influences. Mais je dirais que toute l'histoire de l'art en Belgique, que ce soit la peinture, l'écriture, la sculpture, a toujours été une histoire d'influence et de carrefour. Ce que j'observerais peut-être dans le cas des photographes qu'on a vus, et il y en aurait bien d'autres dans toute cette génération, c'est que j'ai le sentiment que chacune de leurs photos est une forme d'autoportrait, est une façon de se situer par rapport à cette Europe en mutation, à ce changement. Je vais poursuivre le questionnement de Julio là. Je me demandais effectivement quelles sont aujourd'hui les influences revendiquées par les photographes, parce qu'autrefois il y avait finalement le clan Cartier-Bresson et le clan Robert Frank, et d'une certaine façon c'était assez clair le partage des tâches. Et puis aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a le cinéma, il y a la vidéo, il y a l'art contemporain, et tout ça vient s'hybrider au monde de la photographie. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui dirigez des institutions photo ou qui organisez des festivals photo, que la photographie peut rester un champ autonome? Est-ce que ça, alors je vais faire de la provocation, mais encore un sens de créer des festivals photo
ou des institutions photo, quand les pratiques des artistes, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a hybride photo et sculpture ou film et installation, voilà, quand les artistes, eux, ont des pratiques aussi hybrides. I think that indeed photography has changed in such a profound way. You can't just look at photography as such. I mean, as we saw, especially with the Belgium artists, they use photography as one way to express whatever they have to say, and I think it is only one way. Photography is so easy to use. It's so easy to create, to share photographs. Everybody does it all the time. And I think it's up to the institutional world to kind of understand how the context of photography is changing, how the usage of photography is changing, and to realize that it is only a way to express oneself. And to include other ways of expressing that, I don't see any problems with that. So at Noorderlicht, we are indeed very open to the so-called multimedia, not to just add sound to a few photographs, but to really find and explore new ways of storytelling and new ways of expressing whatever the artist wants to share with this audience. Est-ce qu'il ne faut pas explorer aussi de nouvelles formes d'accrochage? Est-ce que finalement l'accrochage tel qu'on le voit pratiquer le plus souvent, c'est-à-dire des photos au mur, est encore quelque chose de pertinent à une époque où les photos circulent majoritairement autrement Moi, je pense, pour reprendre votre question, que j'ai énormément de respect pour l'histoire de la photographie. Et aussi bien pour les photographes qui aujourd'hui travaillent encore en argentique que pour ceux qui créent des images virtuelles. Mais il faut jamais oublier que la photographie est d'abord une invention scientifique. Et que l'invention scientifique a permis d'arriver aujourd'hui à cette révolution du numérique et à ce transfert d'images. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, parler de photographie, ce n'est plus que désigner une partie de l'histoire de la photographie et une technique. Et j'ai tendance, moi particulièrement, à utiliser le mot image. Parce que nous avons aussi bien aujourd'hui dans la publicité, sur les écrans, dans les rues, des images. Qu'elles soient belles, qu'elles soient moins belles, ce sont des images. Et il faut essayer, surtout dans des villes aussi belles que comme Reggio, d'imaginer des époques où les gens étaient privés d'images, où ces images n'existaient pas ou n'étaient que dans certains lieux très très réservés. Aujourd'hui, nous sommes submergés d'images. Donc nous devons, comme musée, accepter toutes les formes d'images. Comme directeur de musée, je me refuse à poser des choix. Nous devons suivre et témoigner de cette évolution. Où je vous rejoins, c'est que je crois qu'il y aura des formes de monstration des images qui seront totalement différentes. Je ne crois plus qu'aujourd'hui on se contentera d'images encadrées, mises sur un mur. Et que de plus en plus aujourd'hui nous aurons des images qui sont projetées, qui seront virtuelles, que l'on pourra télécharger chez soi, c'est déjà le cas, et que au fond, chaque personne qui a un téléphone possède son petit musée portatif avec ses propres images et son propre album de famille. Très bien. Est-ce que il y a des questions dans la salle? Ou est-ce que vous êtes tous épuisés? Très bien. Alors, je crois que nous allons remercier tous nos invités, remercier le festival, remercier la technique et clore la soirée. Merci à tous.